Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux. Alors je vais d'abord remercier à nouveau le général Thévenon parce que c'est vraiment, je pense, une œuvre d'utilité publique qu'il fait en organisant ces cafés stratégiques et je suis très content qu'il fasse appel à moi tous les ans depuis, pas depuis que je suis arrivé mais presque. Et puis remercier également l'Université de Bretagne Sud qui nous accueille comme chaque année et qui fait tout pour que effectivement on se retrouve dans d'excellentes conditions, que ce soit au niveau j'allais dire audiovisuel ou alimentaire également. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de la guerre et du recours à la force au XXIe siècle et peut-être juste préciser que ici, avec ce titre, je vous propose un petit changement de perspective. Parce que j'aurais pu dire la guerre au XXIe siècle ou le recours à la force au XXIe siècle, la guerre et le recours à la force. Alors le changement de perspective, quel est-il? C'est de passer de la guerre au recours à la force. J'explique. La guerre, c'est une configuration sociale. C'est un état de conflit entre deux entités politiques, étatiques ou pas, un état également létal, hein, bien entendu, c'est l'affrontement que ces deux entités vont mener l'un contre l'autre va conduire à des destructions et des morts. Et puis la guerre, c'est également une institution. C'est une institution sociale, c'est-à-dire c'est une manière d'organiser les relations internationales qui s'est structurée avec la modernité politique européenne, c'est-à-dire à peu près vers le XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'est globalisée au XIXe et au XXe siècle. Et cette institution, elle a connu un certain nombre de changements. Donc je voudrais qu'on passe de la guerre, qui est encore une fois une configuration, au recours à la force, c'est-à-dire l'idée que la force armée, la force militaire fait partie des instruments dont disposent les acteurs des relations internationales et notamment les États. Et quand on fait cette distinction-là, qui peut paraître peut-être un peu, pour l'instant un peu obscure, mais vous allez voir dans ma démonstration, en fait on comprend une chose, c'est que la guerre, c'est une institution qui est très clairement en voie d'obsolescence. Elle disparaît pas, elle change, elle se transforme, mais c'est une institution en voie d'obsolescence. Euh, Peut-être qu'elle retrouvera une nouvelle jeunesse dans les années qui viennent, mais en tout cas aujourd'hui c'est une institution en voie d'obsolescence, alors que le recours à la force, lui, est une constante dans l'éventail stratégique des acteurs, et tend aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, à redevenir, j'allais dire, un outil privilégié. Voilà, donc dès qu'on voit les choses comme ça, configuration sociale et historique d'un côté et outil de l'autre, bah, on voit qu'on a deux paysages très très différents. Alors pour vous montrer ça, je vais commencer par une première question. On nous parle beaucoup de retour de la guerre. Et de fait, c'est pour de bonnes raisons. C'est qu'on a une guerre effectivement en Europe aujourd'hui entre deux États, hein, la Russie ayant agressé l'Ukraine en février 2022, en réalité l'ayant déjà envahi en 2014. Et puis il y a d'autres endroits dans le monde où on va retrouver des configurations de ce type. Mais est-on bien sûr qu'il s'agisse d'un retour? Alors, je vais vous présenter un document que je vais peut-être expliciter avant de vous le montrer. Depuis les années 60, un certain nombre de chercheurs, notamment en sciences politiques ou en sociologie ou en histoire, cherchent un petit peu à objectiver ce que c'est que la guerre. Parce que c'est pas si évident que ça de savoir ce que c'est que la guerre d'un point de vue historique. C'est-à-dire que quand vous avez plus de déclarations de guerre et de traités de paix, qu'est-ce que c'est que la guerre? Quand est-ce qu'il y a guerre? Voilà, j'aime bien rappeler que la dernière fois que les États-Unis ont déclaré la guerre, en l'occurrence le Congrès, c'était le 3 avril 1942 contre la Hongrie. Et la dernière fois que la France a déclaré la guerre, c'était le 3 septembre 1939 contre l'Allemagne. Et pourtant, depuis, les États-Unis comme la France, dirions-nous, ont bien connu la guerre. Bon, et donc effectivement, comment on fait pour objectiver tout ça? Et donc dans les années 60, sont nés un certain nombre de courants de recherche sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui ont cherché par exemple à utiliser des outils de modélisation, des outils de quantification statistique, bref, de créer des bases de données. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est la base de données qui est aujourd'hui la plus utilisée dans le monde, celle de l'université d'Uppsala en Suède, et qui illustre notamment tous les cas de violence politique dans le monde, et notamment, et c'est ce que je vais vous montrer, les cas de violence politique dans lesquels l'un au moins, j'allais dire, des belligérants, c'est un gouvernement. Donc ce que je vais vous montrer là, ça date, alors ça date de l'année dernière, 2025, hein, les données pour
En réalité, c'est 2024, parce qu'il y a toujours un décalage d'un an, le temps que les données soient compilées et collationnées. Donc on n'a pas encore celle totalement de l'année dernière. Ici, vous avez donc l'évolution des conflits armés, du nombre de conflits armés par an depuis 1946. Voilà, donc c'est la courbe est cumulative, c'est-à-dire qu'elle elle ajoute les différents types de conflits que vous voyez ici. Et j'ai choisi cette présentation parce que justement, elle cherche à catégoriser, à créer une forme de typologie des différents types de conflits. Je répète, ici, on est face à des conflits armés. Vous notez que j'ai toujours pas prononcé le mot de guerre jusqu'ici. Et des conflits armés, qui incluent au moins un gouvernement. Donc ça peut être deux gouvernements entre eux. C'est ce qu'on appellera interstate. Donc vous voyez ici en violet. Ou d'autres types de conflits dans lesquels l'un seulement des belligérants est un gouvernement. Bref, sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut comprendre, c'est premièrement qu'il n'y a jamais eu autant de conflits armés dans le monde qu'aujourd'hui. C'est ce que vous voyez sur la courbe. On en a 61 pour l'année 2024. Il n'y a jamais eu autant de conflits armés actifs dans le monde que en 2024. Et probablement que ce sera vrai l'année prochaine aussi, pour les données 2025. Okay. Alors à ce stade, comment est construite cette base de données? Puisqu'on parle de nombre de conflits armés, je vous dis qu'il y en a 61, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut bien tomber d'accord sur un certain nombre de critères, et le critère qu'ont pris les chercheurs d'Uppsala depuis les années 60, c'est qu'un conflit armé, c'est un affrontement entre entités politiques qui fait au moins 25 morts dans l'année. Ce qui paraît un seuil relativement bas, mais qui veut dire aussi que la conflictualité politique organisée, elle se trouve à ce seuil-là, 25 morts par an minimum. Dès qu'on dépasse le seuil de 1000 morts, c'est là où il parle de guerre, mais c'est juste pour distinguer, si vous voulez, des seuils. Voilà. Bref. Donc, je reviens à ce que je disais. En 2024, 61 conflits armés, 11 d'entre eux sont des guerres, c'est-à-dire 11 d'entre eux ont dépassé 1000 morts, ce qui est le seuil le plus important depuis la fin des années 80, je le dis tout de suite. Et plus important pour notre propos, parce que vous voyez que la courbe, j'allais dire violette ici, elle n'est pas très très élevée, donc c'est pas facile de voir les évolutions, mais plus important pour notre propos, en 2024, seuls 4 des 61 conflits armés opposaient 2 États entre eux. Seuls 4 des conflits armés étaient des guerres au sens classique où nous on l'entend, c'est-à-dire des États qui s'affrontent entre eux. Donc je vais le redire autrement, la guerre entre les États, c'est une rareté statistique. C'est même une anomalie statistique. D'accord? Non mais c'est très important de le comprendre. Alors évidemment, il y a on pourrait dire plein de choses sur cette méthode quantitative qui réduit évidemment tous les événements, j'allais dire au même niveau. Bien sûr, il y a des contextes historiques, géopolitiques, il y a des enjeux qui sont complètement différents, mais peu importe, c'est pas mon propos tout de suite. Sauf que 4, c'est pas beaucoup, mais c'est le plus haut niveau depuis la dernière fois, 1987. Donc effectivement, il faut noter qu'il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de conflits armés, il y a beaucoup d'épisodes de conflits violents entre entités politiques. Seul, effectivement, un tout petit nombre d'entre eux, résiduels d'un point de vue statistique, voient 2 États s'affronter, mais effectivement, ça augmente légèrement. Pour le dire simplement, on avait 4 conflits armés entre États en 2024, on en avait 2 en 2023. Voilà. Donc il faudra voir combien ça donnera l'année prochaine, sachant que bien sûr, dans ces conflits armés, parfois la plupart d'entre eux n'ont duré que quelques semaines, voire quelques jours. Puisqu'évidemment, tout ne se réduit pas à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Par exemple, dans les conflits armés qui sont classés comme tels entre États en 2024, vous avez les opérations militaires entre Iran et Israël, ou les opérations conduites par les Britanniques et les Américains contre les Houthis au Yémen, considérés comme un gouvernement à ce moment-là. Voilà, vous voyez, donc ça renvoie à des manifestations très différentes. Voilà, donc la première chose que je voudrais vraiment que vous reteniez, et je vais être un petit peu plus rapide maintenant, c'est que effectivement, si on parle de la guerre sous sa forme classique,
d'un instrument qui est utilisé par des États entre eux pour résoudre leurs conflits, eh bien ça c'est une anomalie statistique, ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais d'obsolescence de la guerre en tant qu'institution. En tant qu'institution qui remplit une fonction, en l'occurrence de résolution des conflits entre les gouvernements, c'est en voie de disparition. Alors, de temps en temps, comme le montrent la Russie et l'Ukraine, ça peut être vu à un moment donné par les dirigeants comme une solution, mais une solution visiblement à faible rendement. C'est le moins qu'on puisse dire. La guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est pas particulièrement quelque chose qui a permis de résoudre quoi que ce soit, ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. Alors comment l'expliquer ? Comment expliquer ce paradoxe que nous avons beaucoup de conflits armés aujourd'hui, mais que très peu d'entre eux concernent des États, et donc effectivement, ça veut dire que pour beaucoup de gouvernements, la guerre, comme moyen de résoudre des conflits, est quelque chose qui est, d'une certaine manière, si ce n'est le dernier recours, et peut-être même probablement quelque chose qui est rangé quelque part dans un coin et qu'on ne va pas ressortir. C'est d'autant plus paradoxal que les opérations militaires, l'usage de la force armée pour accomplir des objectifs, elles, restent toujours aussi importantes. Il ne s'est pas passé une année depuis 1945 dans laquelle les forces armées des États-Unis et même en grande partie, à part quelques années, les forces armées françaises n'ont pas été engagées dans des opérations. Vous voyez, on a quelque chose là qui colle pas. Bon, comment expliquer tout ça ? La première explication, c'est que de toute façon, depuis 1945, la guerre est interdite. Je le dis de manière un peu provocatrice, mais c'est vrai. La guerre est interdite. C'est-à-dire que la Charte des Nations Unies a bâti une contrainte qui, d'une certaine manière, reste extrêmement puissante aujourd'hui, dont on aurait tort de penser qu'elle n'est que du papier. C'est une vraie contrainte. La Charte des Nations Unies a introduit l'idée que la guerre offensive, l'idée qu'on allait utiliser la force pour atteindre des objectifs contre un autre État, devait être proscrite. Et c'est pas étonnant puisqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale juste avant, et déjà en 1928, la guerre avait été déclarée hors la loi à la Société des Nations. Alors évidemment, ayant dit cela, il faut rajouter évidemment des nuances, mais ce qui m'importe ici, c'est la chose suivante, c'est qu'effectivement, d'un point de vue du comportement que les États adoptent sur la scène internationale, faire la guerre de manière offensive à leurs voisins ne fait pas partie des choses qui sont acceptées ni acceptables. Donc c'est une contrainte normative, vous voyez ? C'est une contrainte qui, dans un groupe social, joue sur la manière dont on va être vu, la manière dont on va être considéré par les autres. Et donc on finit par intérioriser comme étant finalement quelque chose qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire en s'entourant d'un certain nombre de précautions qui vont le permettre de le justifier après, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Russie attaque l'Ukraine, elle parle de légitime défense, ou lorsque les États-Unis renversent le régime irakien de Saddam Hussein, c'est au nom de la sécurité internationale pour empêcher la prolifération d'armes de destruction massive. Ce n'est évidemment pas pour conquérir un autre territoire. Ça ne peut pas être justifié comme ça. Okay ? Autre chose que je voudrais rajouter, c'est pas que dans la charte de l'ONU qu'on retrouve cette limite. Je précise que j'ai dit que la guerre était interdite, c'est un petit peu excessif de ma part, puisqu'en effet, ça ne veut pas dire qu'on refuse aux États le droit d'utiliser la force. Ils ont le droit d'utiliser la force pour se défendre. C'est l'article 51 de la charte, ce qu'on appelle la légitime défense, bien sûr. Et puis il y a un autre cas dans lequel les États peuvent recourir à la force, c'est ce qu'on appelle la sécurité collective, c'est-à-dire si le Conseil de sécurité des Nations Unies décide qu'il faut utiliser la force pour mettre fin à une menace à la paix ou à la sécurité internationale. La dernière fois, c'était en février 2011, en Libye. La fois d'avant, c'était... alors, je parle des gros trucs. La fois d'avant, c'était en novembre 1990 pour libérer le Koweït de l'Irak. Et puis une autre fois ultra célèbre, c'est en juin 1950, après l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Donc c'est des cas qui sont quand même assez rares. Il y a des cas intermédiaires, que lorsque des résolutions décident, par exemple, de déployer des forces de maintien de la paix ou d'imposition de la paix. Mais voilà, donc vous voyez, c'est quand même très encadré. Mais sachez-le, c'est institutionnalisé dans une architecture de sécurité au niveau international comme au niveau régional. Un seul exemple pour illustrer mon propos. La sécurité européenne, depuis 1975, repose sur le principe de l'inviolabilité des frontières. Tous les gouvernements du pacte de Varsovie et de l'OTAN à l'époque ont reconnu
les uns et les autres, que les frontières ne pouvaient pas, en Europe, être modifiées par la force. Voilà. Ce qui, de fait, jusqu'en février 2022, a fonctionné. Mais juste une parenthèse, c'est pas parce qu'une norme ou qu'une contrainte, qu'une obligation est violée que la loi n'existe plus. Hein. La contrainte, elle reste, la norme, elle reste. Hein. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de limites. Au-delà de ces limites, il y a aussi des évolutions, je vais être plus rapide, sociétales, technologiques, qui vont jouer aussi pour limiter l'occurrence des guerres, c'est-à-dire de configurations conflictuelles dans lesquelles des gouvernements s'affrontent les uns contre les autres. Parmi les évolutions technologiques, je ne fais qu'évoquer l'apparition de l'arme nucléaire, puisque bien sûr c'est la grande thèse de la révolution nucléaire, hein, qu'elle produit une forme d'impasse stratégique qui fait que du coup les États vont éviter de rentrer en guerre pour éviter l'escalade nucléaire. Bon. Cette thèse est très intéressante. Elle est encore contestée aujourd'hui pour plein de raisons, sur lequel je m'étends pas, mais en tout cas elle est séduisante. L'arme nucléaire, parmi d'autres évolutions technologiques, rendrait la guerre d'agression plus coûteuse. Voilà. D'autant plus si l'un ou l'autre des belligérants potentiels sont des puissances dotées. Bon, pourquoi pas ? Parmi les évolutions sociétales, on a aussi l'idée que la guerre finalement disparaît de l'horizon des sociétés et qu'elle est de plus en plus externalisée. Le coût de la guerre, le fardeau de la guerre est externalisé, que ce coût soit un fardeau fiscal. Quel pays aujourd'hui, parmi les grandes puissances, fait financer ses opérations militaires par l'impôt ? La réponse est aucun. Les opérations militaires sont financées, comme une grande partie des budgets d'ailleurs, par le déficit budgétaire et l'emprunt. Lorsque les États-Unis se lancer dans un ensemble d'opérations militaires après le 11 septembre 2001, dont on estime le coût cumulé à entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars quand même, pendant 20 ans, ça n'a pas augmenté les impôts des Américains. Donc on a externalisé le fardeau fiscal, on externalise aussi depuis plus de 50 ans le fardeau humain, puisque dans la plupart des grandes puissances, on est passé à la conscription, à commencer par les États-Unis en 1973. Alors c'est pas une règle absolue, il y a des exceptions, mais globalement l'idée c'est qu'effectivement là aussi ce n'est plus la nation dans son entièreté qui supporte le coût de la guerre. Et puis, on peut rajouter, pourquoi pas aussi, l'externalisation du fardeau politique de la guerre. Donc, effectivement, on va mener des opérations militaires en s'appuyant soit sur des forces spéciales ou des dispositifs, clandestins, soit en s'appuyant sur des tiers, des intermédiaires, soit en utilisant des plateformes technologiques qui limitent l'exposition ou les risques, peu importe. Donc, vous voyez, toute une série de dispositifs qui sont mis en place pour faire en sorte que on fasse moins la guerre. Et donc, quand on recourt à la force, on va continuer à le faire, mais de manière très encadrée. Et donc, de manière limitée. Alors, une des conséquences, il y en a deux d'ailleurs, c'est la raréfaction des guerres de conquête. C'est pour ça que la guerre que la Russie a menée contre l'Ukraine nous a tant choqués. Au-delà du fait que c'est une agression, c'est surtout parce que c'est la première fois depuis très longtemps, en réalité depuis septembre 80, quand Saddam Hussein s'est mis en tête d'envahir l'Iran et de conquérir un certain nombre de provinces situées à l'ouest de l'Iran. Mais c'est la première fois donc depuis très longtemps qu'une puissance moyenne ou qu'une grande puissance s'imagine avaler tout ou partie du territoire de son voisin en l'envahissant. Pourquoi ? Parce que ce cas de figure, celui de la guerre de conquête, c'est justement celui sur lequel a été bâtie l'architecture de sécurité internationale depuis 1945. Voilà. Donc c'est très rare les guerres de conquête. Est-ce que ça veut dire que les États renoncent à leurs revendications territoriales ? Bien sûr que non. Il y a d'autres moyens que la guerre de conquête pour essayer de contrôler des territoires, voire d'essayer, pourquoi pas, de les annexer, ou en tout cas, mais quand même, la guerre en tant qu'instrument qui va permettre de conquérir le territoire de son voisin est quelque chose qui, effectivement, est très très rare. Mais raréfaction ne veut pas dire disparition. En revanche,
ce qui n'a pas disparu, c'est la projection de puissance militaire. C'est-à-dire le fait que des États se positionnent pour utiliser la force militaire afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs, divers et variés, peu importe, et ce qui explique pourquoi on a encore des forces armées alors qu'on n'a plus fait la guerre au sens classique du terme depuis 1939. Alors, j'espère que je suis assez clair sur le paradoxe que j'ai essayé de mettre en avant. Parce qu'en effet, une fois qu'on en est là, il nous reste quand même plein de choses à dire, et notamment, finalement, comment expliquer tout ce qu'on observe depuis plusieurs années. Alors, bien sûr, je parle depuis tout à l'heure de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais plus proche de nous, on a pu craindre à un moment donné que les États-Unis ne cherchent à s'emparer par la force, par un coup de force militaire du Groenland, ce qui était effectivement une option possible. On voit également que il peut exister d'autres tentations de ce type. Alors pour ça, il faut changer de cadre. Il faut plus penser en termes de guerre, c'est-à-dire en termes d'institutions qui va réguler ou résoudre un conflit entre deux États. Il faut penser en termes d'utilisation de la force. Et donc l'idée, c'est que la force militaire, c'est un instrument. Et donc l'idée que je défends, enfin c'est pas la mienne, mais l'idée que je vais vous présenter, c'est qu'effectivement la force comme instrument redevient quelque chose de très séduisant. Il y a même une fascination pour l'usage de la force qui se traduit par un constat qui est celui de la désinhibition d'un certain nombre de gouvernements quant justement à l'utilisation de leurs forces armées. Le terme de désinhibition, on le trouve dans les documents officiels français depuis déjà 2017-2018, aussi bien les documents stratégiques du ministère des Armées que les documents du gouvernement. La désinhibition désigne effectivement le comportement du Kirghizstan qui considère que la frontière avec le Tadjikistan ne lui convient pas, et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'opérations militaires qui sont conduites à l'automne 2021. La désinhibition, c'est aussi le choix que fait l'Azerbaïdjan de reconquérir le Haut-Karabakh, dont elle avait perdu le contrôle depuis 1994. Donc nous étions à l'automne 2020, en 3 temps, jusqu'en septembre 2023. La désinhibition peut désigner plein d'autres comportements, mais toujours la même idée. Les contraintes sur le recours à la force seraient de moins en moins prégnantes, joueraient de moins en moins un rôle de frein chez de nombreux gouvernements, qui n'hésiteraient plus du coup à utiliser la force dans toute une palette, d'ailleurs, qui n'est pas uniquement que la guerre au sens classique. Encore une fois, ce qu'a fait la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, c'est extrêmement rare, mais qui peut être de menacer, qui peut être d'intimider, qui peut être éventuellement de prendre le contrôle par un fait accompli de telle ou telle partie du territoire, comme l'a fait le Rwanda par exemple avec les provinces qui sont situées à l'est de la RDC, au Kivu, où de fait c'est l'armée rwandaise et ses intermédiaires qui contrôlent les ressources locales. Voilà. Donc ces désinhibitions rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle, de ce que la stratégie française, je vous renvoie notamment à la dernière revue stratégique de juillet de cette année, de ce qu'elle appelle les politiques de puissance. Voilà, en gros, il y aurait un lien entre les deux. Les États se sentiraient, ou certains d'entre eux en tout cas, se sentiraient désinhibés, se sentiraient moins contraints par le cadre que j'ai présenté tout à l'heure, parce que ce qui reviendrait à la mode finalement dans les relations internationales contemporaines, c'est l'idée que seule la puissance peut permettre d'accomplir des choses. Encore faut-il savoir ce qu'on appelle puissance, ce que j'essaierai de vous montrer. Alors, ce basculement, pour moi, c'est un triple phénomène politique, social et culturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre si on n'a pas ces trois dimensions en tête. Alors, je vais vous les présenter très rapidement. D'abord, c'est un phénomène politique parce que il faut le comprendre autour d'un fait, qui est un fait important des relations internationales depuis 1990, c'est l'unipolarité états-unienne. Voilà. Il y a aujourd'hui qu'une seule vraie superpuissance en termes de capacité, ce sont les États-Unis. Et de fait, au-delà des capacités, en termes d'organisation politique du monde depuis les années 90, ce sont effectivement les États-Unis qui ont joué un rôle moteur. Alors, parfois de manière ambiguë, parfois en étant un peu en retrait, et puis aujourd'hui en étant franchement en contestation, mais c'est récent,
Mais globalement, voilà, c'est cette position centrale des États-Unis qui explique aussi pourquoi progressivement depuis les années 90, vous avez eu des stratégies de la part d'autres États ou d'autres types d'acteurs, pensez à Al-Qaïda à la fin des années 90, début des années 2000, qui ont cherché soit à contester, soit à contourner, soit à remettre en cause cette unipolarité. Donc il faut comprendre les politiques de puissance aussi dans le contexte où, j'allais dire, relativement exceptionnel, d'un centre politique autour des États-Unis, d'une centralité des États-Unis, qui est loin d'être aujourd'hui accepté, enfin aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, accepté par tout le monde. Mais c'est également un phénomène social. On voit aujourd'hui de plus en plus se développer l'idée, et ce serait intéressant un jour de savoir effectivement de pouvoir l'expliquer, de pouvoir en saisir la généalogie et l'émergence, mais on voit se développer l'idée que finalement ce qui compte, ce n'est plus la coopération, ce n'est plus le dialogue, c'est plutôt le fait d'établir des rapports de force. Comme s'il y avait une espèce comment dire, d'éléments qui s'imposaient à chacun des acteurs des relations internationales, qu'on ne peut pas fonctionner autrement qu'en montrant ses muscles et en intimidant les autres. C'est le fameux discours, vous savez, sur il y a des carnivores et des herbivores, qui est un discours, pour moi, ça relève de la croyance. Mais vous voyez, le problème des croyances dans le monde social, c'est qu'elles peuvent vite devenir performatives, c'est-à-dire elles peuvent vite faire advenir ce qu'elles prédisent ou ce qu'elles croient. Si tout le monde croit que le rapport de force, c'est le seul mode de relation qui existe dans un groupe social, alors ça deviendra le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est bien né quelque part. Alors de fait, la nécessité de créer des rapports de force, peut-être qu'il faut en jeter la responsabilité aux pieds des grandes puissances, en premier lieu. Se dire que peut-être que dans les 30 dernières années, un certain nombre de grandes puissances ont fini par penser que finalement les règles du système international étaient peut-être moins intéressantes à respecter, voire étaient des contraintes qu'il faudrait rejeter. Et donc à ce titre, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, l'invasion de l'Irak en 2003 pour renverser Saddam Hussein a probablement joué un rôle pour contribuer à cette émergence de cette perception que les rapports de force sont des seules choses valables. Vous savez, c'est ce qu'on a appelé l'effet Kadhafi aussi après 2011. Kadhafi n'avait pas l'arme nucléaire, il est mort. Donc, pour survivre dans un monde où on veut notre peau, il faut avoir l'arme nucléaire. C'est la leçon, par exemple, nord-coréenne. Bon, je conçois que c'est un peu rapidement dit, mais vous voyez, peut-être que la position à ce moment-là des États-Unis est à prendre en compte. On pourrait aussi parler de la Chine, effectivement, dans son environnement régional, qui, depuis le début de la décennie 2000, a voulu s'imposer auprès de ses voisins dans certaines régions. On pense notamment à la mer de Chine méridionale, à coup effectivement de faits accomplis, à coup d'intimidation, et sans respect, bien sûr, des règles internationales, par exemple des règles liées à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et à la délimitation des frontières maritimes. Et puis, bien sûr, last but not least, la Russie est aussi un bon suspect dans ce tableau. Comment juger autrement la politique d'un État qui n'a cessé depuis 20 ans, pas seulement de contester l'unipolarité des États-Unis, en disant que le monde devait et était multipolaire, mais aussi vis-à-vis de ses voisins, et bien sûr à commencer par l'Ukraine, mais aussi la Géorgie en 2008, ou l'Estonie en 2007, a mené une politique qui a consisté à ne pas les respecter. Ce qu'on appelle la politique de bon voisinage n'est pas ce qui caractérise la politique de la Russie depuis le début de la décennie 2000. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'idée aujourd'hui qu'il faut créer des rapports de force semble s'être installée, probablement parce que, et c'est mon dernier point sur ce sujet, il y a des éléments aussi d'ordre culturel, c'est-à-dire il y a des éléments liés bien sûr à l'appréhension des valeurs qui sont censées organiser le système international. Alors j'en ai pris une ici parce que c'est celle qui m'intéresse, c'est la notion de multilatéralisme. C'est-à-dire l'idée que, en dépit des hiérarchies de puissance, en dépit des différentiels de puissance, ce qui organise les relations internationales depuis 1945, c'est le principe de l'égalité souveraine. C'est la reconnaissance d'une seule forme d'entité politique et territoriale, l'État,
avec ses frontières, sa souveraineté, c'est-à-dire son monopole de la reconnaissance internationale, hein, c'est ça la souveraineté, c'est le fait que les autres me reconnaissent comme étant indépendant d'autres États. Et donc derrière cette idée d'égalité souveraine, l'idée bien sûr qu'il faudrait, dans la plupart des configurations, une forme de coopération, une forme de dialogue, une forme de délibération commune sur les sujets de sécurité, sur les sujets économiques, sur les sujets environnementaux, tout ce que vous voulez. Et donc le multilatéralisme, c'est un mécanisme extrêmement puissant qui s'est progressivement imposé dans l'ensemble des institutions internationales et qui, d'une certaine manière, continue à fonctionner jusqu'à nos jours, mais qui est en crise. Très clairement, le multilatéralisme, ça veut dire que vous devez écouter tout le monde. Or, si vous êtes dans l'idée que la seule chose qui vaut, c'est le rapport de force et c'est le rapport de puissance, bien sûr, écouter tout le monde, c'est au mieux une perte de temps, au pire une insulte. Hein. Et donc on comprend comment le multilatéralisme arrive finalement à dysfonctionner. Hein. Tout ce que je vous ai décrit là, en fait, c'est le principe de règle du jeu qui fonctionne autour de l'autocontrainte réciproque, hein, c'est-à-dire chacun se contraint soi-même, mais parce que les autres vont se contraindre aussi, et qui cesse de fonctionner le jour où certains des joueurs considèrent que les règles du jeu les désavantagent, voire qu'il faut plus de règles du jeu du tout. Hein, voilà. Alors, ça se traduit comment ? Alors, je suis désolé parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous entendez un petit sifflement. Voilà, je suis désolé. J'espère que ça vous dérange pas trop. Bon, très bien. Alors, vous voyez, finalement, tout tourne autour de l'idée que les relations internationales ne sont finalement pas simplement le jeu d'acteurs souverains qui s'opposent les uns et les autres librement. Ce sont des acteurs souverains, mais qui, d'une certaine manière, agissent dans une société avec des règles. Certes, ces règles sont minimales, hein, voilà, mais il y a derrière des valeurs, il y a des expériences partagées, il y a des objectifs, pourquoi pas, communs. Et tout cela marche parce qu'il y a une forme, encore une fois, d'autocontrainte. Et donc, finalement, si aujourd'hui ce système-là est en crise, c'est parce que certains de ces acteurs, grande puissance, mais aussi puissance moyenne, hein, j'ai parlé de l'Azerbaïdjan tout à l'heure, voilà, c'est un bon exemple. On pourrait parler aussi d'Israël, on pourrait parler de l'Iran, ou l'Arabie Saoudite, d'une certaine manière, même si l'Arabie Saoudite aujourd'hui change un peu de trajectoire. Tous ces acteurs-là donc considèrent, je l'ai dit, que toutes ces contraintes sont des désagréments, voire on devrait les éliminer. Et donc finalement, il faut commencer peut-être par assouplir et éliminer ces contraintes. C'est ce qu'on observe depuis plusieurs décennies. Un mouvement où certains acteurs vont chercher à étendre, voire à rendre caduques ces contraintes. Ça passe par exemple par le fait d'essayer de démanteler des architectures de sécurité au niveau régional. C'est tout le travail que fait la Russie depuis 2007-2008, de faire en sorte que toute l'architecture de sécurité qui encadre les relations entre tous les pays européens, et incluant la Russie bien entendu, toute cette architecture finisse par tomber d'elle-même. Voilà. Et donc, je pourrais passer 1h30 sur tous les points qui montrent comment les diplomates et les dirigeants russes ont systématiquement tout fait pour que ces différentes contraintes, ces différents engagements, ces différents formats soient vidés de leur substance, soient complètement éliminés. Et encore une fois, l'invasion de l'Ukraine à grande échelle, comme on dit aujourd'hui depuis février 2022, c'est pas un début en fait, c'est un achèvement. C'est un achèvement de ce processus. L'idée étant bien sûr que si ça réussit, eh bien l'architecture de sécurité en Europe disparaît complètement. L'inviolabilité des frontières, c'est un des éléments dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est un élément de cette architecture. Autre exemple, ou autre élément, la contestation des normes internationales. On voit de plus en plus que des États, grandes ou petites puissances, peu importe, s'arrangent avec ces normes internationales, considèrent que, par exemple, la question de l'intégrité territoriale, c'est une question finalement accessoire, alors que l'intégrité territoriale, ça fait partie de la Charte des Nations Unies, hein, c'est l'article 4, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, hein, les États doivent respecter l'indépendance politique et l'intégrité territoriale des uns des autres. Et donc le fait d'essayer d'empiéter sur les frontières des autres, de contester un certain nombre de frontières, je parlais des frontières maritimes tout à l'heure,
Le fait évidemment d'engager la force armée dans des conditions qui ne sont pas conformes au droit international, tout ça, ça fait partie effectivement de ce répertoire. Bon, prenons un exemple, hein, depuis septembre 2022 jusqu'à la date du 5 février, puisque à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres depuis, les États-Unis ont mené 30 frappes dans les Caraïbes ou dans le Pacifique oriental contre des navires considérés comme étant vous savez, des vedettes rapides du trafic de drogue, sans aucune preuve apportée pour savoir si c'était vrai ou pas. On estime, enfin c'est pas une estimation d'ailleurs, c'est un chiffre très très juste. On sait qu'il y a 133 personnes qui en sont mortes, dont probablement aucune n'est un combattant pouvant être ciblé au regard du droit international. Donc 133 assassinats, hein, disons-le comme ça. Et c'est très intéressant, c'est qu'on est face à un gouvernement américain qui s'est couvert juridiquement à travers un certain nombre de documents qui en fait ne tiendraient ni devant des cours de justice internationales, mais même pas devant le droit, même pas devant des cours de justice aux États-Unis. En fait, ce qu'ont fait les États-Unis dans les Caraïbes et dans le Pacifique, c'est de mener des frappes d'élimination extrajudiciaire qui relève d'un usage de la force qui n'est absolument complètement hors des cadres du droit international, mais en faisant encore semblant de dire qu'il fallait que ça rentre dans le cadre du droit international. Et par exemple, on a inventé l'idée que les États-Unis étaient en état de belligérance avec ces organisations-là. On a considéré que ces organisations, c'était pas des organisations criminelles, c'était des organisations terroristes. Mais encore une fois, les gens qui ont été tués et les navires qui ont été ciblés, on n'est pas sûr toutes qu'ils soient membres de ces organisations. Voilà, donc vous voyez, contester les normes internationales, ça peut effectivement aller très très loin. Et puis enfin, on peut avoir aussi l'abandon des contraintes bilatérales réciproques. Un certain nombre de contraintes reposent uniquement sur des formats à deux, et je pense notamment à tout l'encadrement des armements nucléaires stratégiques entre les États-Unis et l'URSS, poursuivi entre les États-Unis et la Russie. Donc toute une série de traités, dont le dernier, le traité New Start, n'a pas été renouvelé la semaine dernière, à la date à laquelle il devait être renouvelé. Donc là aussi, je rentre pas dans tous les détails, mais ce qu'il faut que vous compreniez, donc, c'est que les États-Unis et l'URSS, puis les États-Unis et la Russie étaient rentrés dans un processus dans lequel il y aurait une maîtrise réciproque des armements nucléaires stratégiques, donc avec une limitation des arsenaux, puis ensuite avec une diminution des arsenaux, avec des principes de vérification mutuelle, de contrôle. L'idée étant de stabiliser la relation stratégique entre les deux États autour, bien sûr, des arsenaux nucléaires. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Tout ça n'existe plus, y compris à l'échelle européenne, mais c'est pas nouveau, puisque depuis 2019, ni la Russie ni les États-Unis, enfin plus exactement, et la Russie et les États-Unis ont décidé de ne plus respecter le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, donc ce traité qui, depuis 1987, faisait en sorte qu'en cas de guerre entre les deux États, ce soit pas l'Europe le champ de bataille. Alors, au-delà d'assouplir, au-delà d'éliminer, il y a d'autres stratégies que je trouve intéressantes. Je vais simplement vous les présenter. C'est des stratégies de subversion, donc de contournement. Je vais pas commenter ce tableau, enfin ce graphique en détail. Je vais juste expliquer. Au centre, vous avez 3 grandes contraintes au recours à la force depuis 1945 par les États. Donc l'interdépendance économique née de la mondialisation. Des contraintes juridiques normatives, je les ai évoquées tout à l'heure, c'est par la Charte des Nations Unies, le régime de maîtrise des armements, tous les régimes de sécurité internationale. Et puis bien sûr, on oublie toujours la globalisation de l'information au départ. Elle a pour objet de gêner aussi, si je puis dire, toute action d'agression, dans le sens où elle la rendrait visible au plus grand nombre. Et ce que j'ai mis au bout de chaque flèche, et pardonnez-moi pour ces expressions anglaises, mais elles sont beaucoup utilisées dans la littérature. Donc en anglais, ce sont 3 stratégies qui visent soit à contourner, soit à exploiter, soit à subvertir, c'est-à-dire à retourner contre elles-mêmes, ces contraintes. Par exemple, le fait d'instrumentaliser l'interdépendance économique pour effectivement faire pression sur certains États. Exemple,
partir du principe qu'on contrôle une grande partie de la chaîne de production des semi-conducteurs, hein, vous savez, ce qui est très utile pour tous les ordinateurs et autres, pour essayer d'en priver les autres, hein, ce que font les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Autre stratégie, le lawfare, c'est-à-dire le fait d'exploiter ou voire de subvertir le droit international pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas, hein, donc ce que j'expliquais tout à l'heure sur, par exemple, l'action du gouvernement américain actuel concernant les organisations de narcotrafic dans les Caraïbes. Et puis enfin, la guerre de l'information, puisque la guerre de l'information, ça consiste à exploiter l'ouverture de l'espace informationnel global, et notamment dans les démocraties, contre elle-même, hein, pour y semer à minima le chaos. Tout ça conduit, je vais passer à la slide suivante, tout ça conduit à des stratégies qui sont adaptées en fait. On voit que finalement, vous voyez on paraît assez loin de l'idée de la guerre. En fait, on voit que finalement le recours à la force fait partie en réalité d'un continuum, d'un éventail beaucoup plus large de moyens non militaires. Hein. Vous avez vu dans la slide précédente, la guerre de l'information, c'est pas des moyens militaires au sens, en tout cas pas au sens classique du terme, et même chose pour l'instrumentalisation, pour l'arsenalisation de l'interdépendance. Bien sûr, le droit. Soit de moyens non militaires, soit des moyens militaires mais indirects, hein, s'appuyer sur des forces clandestines par exemple. Et au-delà de ça, donc vous voyez, ça élargit en réalité le champ stratégique des États, et donc l'usage de la force va soit compléter certains de ces moyens, soit se substituer à certains de ces moyens, soit va renforcer certains de ces moyens. Vous voyez, on n'est plus dans un monde dans lequel soit on discute, le diplomate, soit on fait la guerre, le soldat, mais on est plutôt dans un monde dans lequel si on veut imposer sa volonté à l'autre, en fonction du contexte, il y aura la présence du soldat, mais soit, alors pas toujours d'ailleurs, parce que j'ai dit que ça pouvait être en substitution, soit il complétera, soit il exploitera, soit il préparera le terrain, mais vous voyez, bon. Et donc ces stratégies adaptées, elles ont comme particularité, pour la plupart d'entre elles, et ça renvoie à l'anomalie qu'est la guerre en Ukraine, pour la plupart d'entre elles, à être plutôt sous le seuil de la guerre. Ça veut dire que la contrainte qui pèse sur les États concernant le fait de rentrer en guerre reste extrêmement puissante. Et ça veut donc bien dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Cette contrainte n'est pas qu'une contrainte juridique ou normative. C'est aussi une contrainte technologique, matérielle, sociétale, économique. Je vais le redire autrement. Faire la guerre, aujourd'hui, ça me paraît pas raisonnable. Et la Russie est en train de le découvrir. Enfin, non, en fait, ça fait longtemps qu'ils le savent, mais visiblement, ces dirigeants ne le savaient pas. Hein. C'est plutôt ça la conclusion qu'il faut en tirer. J'en parlerai tout à l'heure. Hein, les illusions qui naissent de la toute-puissance. Mais en tout cas, non, la plupart des stratégies que déploient les acteurs aujourd'hui, étatiques ou pas, c'est d'agir sous le seuil de la guerre, c'est-à-dire de conserver la fiction selon laquelle, finalement, on reste en paix. On n'agresse pas l'autre. Et pourtant, on cherche bien à lui imposer notre volonté de différentes manières. Donc, la fiction est utile, parce que la fiction, elle permet d'économiser ou d'éviter un certain nombre de coûts qu'on craint, si vous voulez. Hein, les représailles de l'autre, ou son opinion publique qui ne suit pas, ou des conséquences économiques, peu importe. On a donc plutôt des stratégies, alors on va dire hybrides dans le vocabulaire aujourd'hui, mais j'aime pas trop ce terme, je vais plutôt parler de stratégies combinatoires, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'usage de la force, le recours aux forces armées ou à d'autres moyens. Hein. L'usage de la force, c'est pas forcément que les forces armées, en tout cas, ça peut être aussi des moyens clandestins, peu importe. Hein. Le recours de ces moyens rentre en combinaison avec d'autres. Hein. On a besoin de penser non plus la guerre ou le recours à la force, mais des stratégies qui, autour des effets qu'elles veulent produire, autour des objectifs qu'elles veulent atteindre, et donc de la combinaison des moyens qu'elles vont associer. Encore une fois, pour s'emparer du Groenland, est-ce qu'il faut faire le blocus du Groenland? Est-ce qu'il faut envoyer des soldats au Groenland? Est-ce qu'il faut, j'allais dire, faire pression sur les Européens? Est-ce qu'il faut, vous voyez, en fait, il faut faire tout ça. La question, c'est comment ça s'articule? Alors la bonne nouvelle, c'est que ce genre de stratégie, en fait, c'est hautement aléatoire, puisque ça combine plusieurs moyens qui obéissent à des logiques, à des grammaires et à des paramètres très différents. Donc on est face à une complexité qui fait que c'est quand même... voilà. Si on veut pas parler du Groenland, on pourrait parler de Taïwan, même chose.
est-ce qu'il faut imaginer demain une invasion à grande échelle de Taïwan par la République populaire de Chine? Peut-être, mais on peut imaginer d'autres stratégies qui vont essayer de combiner plusieurs moyens, l'isolement économique, l'embargo, la guerre informationnelle. En fait, la guerre informationnelle est déjà là depuis plusieurs années à Taïwan, etc. Et puis, évidemment, autre élément qui me semble important, c'est le rôle de l'intimidation. De plus en plus, des acteurs et des gouvernements vont considérer qu'il faut essayer d'intimider les autres, avec le double effet qu'en intimidant, on n'escalade pas, et qu'en intimidant, on va peut-être obtenir ce qu'on veut au moindre coût. Donc l'intimidation, ça peut être d'envoyer des navires, ça peut être de frapper ponctuellement quelque part, ça peut être d'enlever un chef d'État. On se demande encore à quoi a servi l'enlèvement de Nicolas Maduro, hein, très honnêtement. Mais si, probablement que ça sert à quelque chose. Sur le long terme, ça va peut-être avoir des résultats. Mais je pense que c'était pas la vraie raison. Je pense qu'il y avait plus le coup du pari et de la com derrière. Mais peu importe. Derrière, effectivement, cette intimidation peut prendre cette forme-là, mais elle peut prendre aussi d'autres formes. On a de plus en plus de gouvernements aujourd'hui qui ne vont pas hésiter à aller intimider, enlever, voire assassiner des opposants sur un territoire étranger. Qui ne vont pas hésiter à lancer des campagnes de presse ou informationnelles ou même à intimer à des individus l'ordre de se taire en les mettant devant des procédures bâillons, hein, des procédures en diffamation. Hein. La Turquie fait beaucoup ça en Europe, hein, de s'attaquer à des chercheurs ou à des journalistes pour diffamation. C'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres pays qui le font, mais je pensais à la Turquie. Donc, vous voyez, l'intimidation redevient une forme d'instrument stratégique. Alors tout ça, c'est très bien. Quelles conséquences ? Parce que je voudrais quand même terminer. D'abord, il y a une vraie question sur ce recours à la force en tant qu'instrument de puissance. Moi, il me semble, et c'est quelque chose que je répète souvent en cours ou que j'écris aussi, il me semble que derrière le terme de puissance et la manière dont on l'imagine, il y a ici une erreur optique, on va dire. Il y a une vision réductrice de la puissance. Est-ce que la puissance, ça se réduit au recours à la force? Est-ce que la puissance, c'est uniquement du rapport de force? Est-ce que la puissance, c'est d'imposer à l'autre quelque chose en lui faisant peur, que ce soit par la dissuasion ou l'intimidation? La bonne réponse est non, bien sûr. La puissance, et quand vous regardez la puissance états-unienne depuis 1945, ça repose sur plein d'autres choses et qui permettent d'avoir plus facilement le consentement des autres. Hein, quand vous obtenez quelque chose par le consentement des autres, l'avantage en plus c'est que ça dure longtemps. Hein. Et donc effectivement, une puissance qui serait trop fondée sur l'idée que le recours à la force permet de résoudre les problèmes est une puissance qui, de temps en temps, obtiendrait ce qu'elle veut et la plupart du temps n'obtiendrait rien ou l'inverse de ce qu'elle veut. Pourquoi ? Parce que il y a aussi une illusion de la toute-puissance militaire. Pas chez les militaires, hein, mais chez les dirigeants. Et parfois dans la société civile, pourquoi pas, hein, dans certains pays. Je pense peut-être plutôt chez les dirigeants. Voilà, avec la toute-puissance militaire serait un outil qui permettrait de trancher dans le vif, de changer les situations à notre avantage. Or, on voit que la toute-puissance militaire reste quand même compliquée parce que, en fait, projeter de la puissance militaire aujourd'hui, c'est coûteux. Et donc, il y a un éventail finalement très limité de situations dans lequel on va pouvoir effectivement recourir à la force armée. Je prends juste un exemple pour illustrer mon propos. Après avoir enlevé Maduro, ce qui était peut-être très bien pour les caméras et pour montrer ce que les forces spéciales américaines savent faire avec les moyens spatiaux, les moyens cyber, etc. Parfait. Après, quand il s'est agi de menacer l'Iran, eh ben, on en est resté aux paroles. Et il a fallu attendre jusqu'à ces derniers jours pour que des moyens militaires conséquents puissent être réunis pour pouvoir éventuellement envisager des frappes contre l'Iran. Lesquelles, comment, dans quelle configuration, j'en sais rien du tout. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que même pour les États-Unis, qui ont une capacité de projection militaire globale, eh ben en fait, on ne peut pas basculer d'un théâtre à l'autre comme ça en claquant des doigts. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours la distance, il y a toujours la géographie, il y a toujours des problèmes matériels, il y a toujours des dispositifs organisationnels. C'est pas parce que vous preniez les hommes de la 10e division de montagne que vous les envoyez à la frontière avec le Mexique et que parce que les Européens ont envoyé quelques dizaines d'hommes au Groenland, vous allez pouvoir les réenvoyer derrière. Ça marche pas comme ça. Hein, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, le plus probable, c'est que peut-être qu'il y aura des guerres dans le futur. Des guerres au sens classique.
ce que je vais expliquer pour conclure dans le dernier point tout à l'heure. Mais le plus probable, c'est plutôt ce qu'on a vu depuis 1945. Lorsqu'on veut recourir à la force, on le fait ponctuellement, on le fait de manière limitée, on le fait en essayant d'encadrer au maximum au moins le narratif derrière, pour que ça coûte le moins cher possible, politiquement, économiquement, humainement. Il reste l'inconnu. L'inconnu, c'est le pari de la guerre. Qu'est-ce qui se passe quand un dirigeant croit vraiment que le rapport de force, c'est la loi des reins des relations internationales ? Vous allez trouver que je suis un peu obsessionnel avec ça, mais aux États-Unis, on a entendu une belle démonstration de cette croyance erronée dans le chef de cabinet adjoint, peut-être que vous connaissez son nom, Stephen Miller, celui qui a expliqué que de toute façon, l'histoire, c'était la loi de la puissance, de la force, citant sans le connaître la guerre du Péloponnèse de Thucydide et en oubliant que c'est les Athéniens qui ont perdu la guerre. Bref. Non, qu'est-ce qui se passe si vous êtes si on est face à des dirigeants qui croient à un moment donné que la seule manière de résoudre une situation, c'est la guerre. Ce que j'appelle le pari de la guerre. C'est-à-dire, vous voyez, je suis parti tout à l'heure, je vais conclure là-dessus, je suis parti tout à l'heure d'un constat. Depuis 1945, on a tout fait, collectivement, dirons-nous, pour que la guerre ne soit plus considérée comme un instrument normal de résolution de conflits, que ça soit plus considéré comme une excuse ou un moyen pour envahir son voisin. Donc on a essayé vraiment de lutter contre une forme de configuration spécifique. On n'a pour autant pas évacué le recours à la force, qui reste effectivement un outil extrêmement utile sous certaines conditions, ce que j'ai essayé de vous montrer. Pour autant, on voit bien que il est possible aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui se retrouvent dans la position où finalement la guerre leur apparaîtrait comme la seule solution. C'est peut-être ce qui a germé dans la tête de Vladimir Poutine au printemps 2021, quand il a commencé à réfléchir à comment régler le problème ukrainien qui, dans sa tête, durait depuis un certain temps. Vous voyez, donc le pari de la guerre, ça veut dire que la guerre, c'est plus forcément quelque chose de rationnel, de calculé, c'est plus une institution qui régule, c'est plus un mécanisme régulateur. La guerre devient finalement un pari finalement risqué et probablement contre-productif. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, ni trop confus, et je vous remercie de votre attention quoi qu'il en soit.